Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau deck pour Star Wars Unlimited, avec un petit Obi-Wan ICL sorti des familles, qui sera notamment présenté par son créateur, qui sera Steppenwolf. On va l'avoir en vidéo dans cette vidéo, juste le vocal par contre, il n'y aura pas la vidéo, mais vous aurez toutes les explications sur la composition de ce deck, qui veut être un deck de rampe avec des grosses patates en fin de partie. Comme d'habitude, si vous souhaitez me présenter un deck sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à commenter cette vidéo si vous regardez sur YouTube. On fait des lives tous les mardis sur Twitch et YouTube. Je vous invite également à nous regarder et à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Je vais donc accueillir avec ce bel écran de SWDB Steppenwolf. Oui, salut Rageux. Salut. Du coup, tu nous as présenté un beau petit deck à base de Obi-Wan et d'une base ICL. Il est gentiment renommé sur ma chaîne Hello There, avec en présentation, comme d'habitude au niveau de la chaîne, dans un premier temps, tout ce qui va être au niveau du prix du deck. On est sur une estimation du prix à 211 $, ce qui est pas très cher pour un deck compétitif pour Star Wars. Avec une rampe de mana, alors une construction assez bizarre, beaucoup de T3, T4 et beaucoup de T1. On voit rarement des cartes à coût de 1 par contre. Pas des T1 mais des cartes à coût de 1. Là il y en a 11 dans ce deck. Le type de carte, évidemment, comme d'habitude, on a beaucoup d'unités. On a 35 unités pour 13 events et 2 upgrades. Et on est donc, comme je l'ai dit, sur un deck pas spécialement très cher, avec quand même une quinzaine de rares. On a 6 légendaires, oui c'est ça, 6 légendaires équivalents, et le reste c'est de la commune et de l'inco. Donc une construction de deck accessible on va dire, on n'est pas sur le deck premium où il faut lâcher un SMIC pour l'avoir. Et on va le voir ensemble, un mécanisme de jeu très sympa. Je vais déjà te laisser un peu présenter grosso modo, comment dire, ta philosophie pour ce deck, et après on rentrera dans le détail pour les cartes. Oui, alors le principe du deck, c'est, comme tu l'as dit au tout début, c'est de partir sur donc l'idée de la rampe pour faire accélérer rapidement l'entrée du leader Obi-Wan, qui je trouve est un très bon leader du set 3. Ses capacités en tant que leader de soins dans ce deck vont être assez intéressant, et surtout le fait qu'il soit sentinelle quand il rentre va aussi permettre à ce deck d'avoir une philosophie de défense. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de sentinelles dans le deck, et l'idée c'est vraiment de défendre pour ensuite contre-attaquer. Donc c'est un peu entre guillemets l'optique un peu Jedi qui caractérise ce deck. Donc beaucoup de cartes qui vont dans les unités vont restore, donc vont donner des points de vie, récupérer des points de vie, Ouais. et très tôt, parce que je pense dans la méta actuelle, ça va taper encore plus fort que la prochaine méta va taper encore plus vite et plus fort que ce qu'il y avait dans le set 2. Ouais. Et donc en fait on a une base 25, et une base 25 ça descend très rapidement. Donc si on fait pas attention aux points de vie, ce deck peut même pas développer son jeu avant même d'être un peu battu. Donc c'est pour ça que la restore va être assez important pour un petit peu éponger les petits dégâts des decks aggro. Donc c'est un deck qui se veut, dans le principe quand j'ai conçu le deck, c'est un deck qui se veut anti-aggro. D'accord. Anti-aggro, notamment là on voit un petit peu aussi certains tempos mid-range comme Queenland dont tu as fait la présentation. Oui. Je pense que ce deck est aussi un petit peu un contre à Queenland, parce que justement le fait que Obi-Wan soigne de 1 va souvent empêcher le ping et le Tarkin Town de Queenland, et aussi le fait que certaines cartes vont donner à ces unités, aux unités de notre deck, le +1 comme le Yularen va empêcher un petit peu la stratégie de Queenland, qui est de trade avec le ping, etc. Donc c'est un deck qui va, je pense, se positionner quelque part, qui va peut-être aussi être favorable contre certains decks mid-range, il faut voir. Mais pour l'instant, l'optique, c'était vraiment d'essayer de préparer un deck anti-aggro. Et voilà un peu ce que j'ai pensé au départ. Il risque effectivement d'être la méta dominante pour ce prochain set, on verra. Là, on est à peine à la début du troisième set, on vient à peine d'avoir l'annonce de la mise à la retraite de Boba, donc toutes les choses sont encore ouvertes. Du coup, t'en parlais, en choix de leader, t'as choisi de partir sur un Obi-Wan, avec donc cette capacité de soin, très importante comme tu disais, pour contrer tout ce qui va être le ping, et puis
vu qu'on va faire du trade, ça va nous permettre également de soigner nos unités. Et une fois déployé, ça tu dis aussi, tu as de la sentinelle qui va te permettre de protéger tes points de vie qui, faut toujours penser, on n'en a que 25 avec la ICL, et 25 ça part très très vite. Des particularités sur le leader? Oui, c'est un leader ici avec la rampe rentre donc tour 4 au lieu de tour 5, qui va être très difficile à contourner parce que Sentinelle, parce que aussi Force, et donc on a beaucoup de cartes qui vont renforcer Obi-Wan, que ce soit la Force est avec moi, le sabre vert ou tout simplement les expériences, les points d'expérience qui va bénéficier en tant que Sentinelle grâce à une autre carte avec qui il combo très bien dans ce deck, c'est le général Rikan. Donc je pense que c'est un leader qui va tenir un Anakin en face à face. Pour avoir fait un petit peu des tests, j'ai trouvé que contre Anakin, il tient bien le coup. Il va pas rester très souvent longtemps en jeu parce que c'est une sentinelle, donc forcément il attire un peu toutes les foudres de l'adversaire, mais il va quand même faire le gros taf quand il rentre, puisqu'il c'est une 4-7, et parce si elle est proc en plus, si elle est boostée, elle va faire même quelques dégâts à la base adverse. Donc généralement c'est un bon leader comment dire, obéit à cette philosophie de tenir jusqu'à la contre-attaque et le combo avec le CL. Vous allez le voir, il y a des très beaux combos à faire dans ce deck. Donc j'aime bien le côté polyvalent d'être aussi dans le petit ping quand il est en jeu. Il va donner un dégât, il va prendre un dégât d'une unité amie pour en mettre quelque part ailleurs. Donc ça va permettre de casser des boucliers s'il faut, de finir des unités qui sont dans un trade où il leur reste un point de vie. Donc il peut faire la différence par moment. C'est ça. Il soigne et il ping en même temps. C'est vraiment un champion. La balicielle, bon, connue depuis le premier set, on va pas en parler. Elle vous donne l'embuscade à unité de coup, ou moins. On va voir, elle prend tout son sens dans ce deck. Mais bon, évidemment, la contrepartie, c'est que vous avez plus que 25 PV. On va voir comment vous en sortir malgré le fait que vous avez 25 PV en regardant un peu les cartes. On va y regarder un peu à l'unité. Et par contre, s'il y a des gros combos avec des cartes à aller voir un peu plus loin, tu me le dis, j'irai les montrer à l'écran. Hein. On commence avec le Alliance Dispatcher, donc une unité qui coûte 1 pour une 1-2. Et qui a une capacité, je pense qu'il est surtout là pour cette belle capacité de rampe. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu l'optique du deck. Comme j'ai dit, c'est un deck rampe, donc de rampe dans le sens aussi de faire rentrer des unités à moindre coût avant le tour officiel de l'unité. Donc on fait rentrer des Lucs un tour avant, on fait rentrer des cartes très impactantes un peu plus tôt. Ça rappelle un peu le deck Luc pour ceux qui connaissent du premier set. Sauf que là, notre Alliance Dispatcher est un peu moins protégée parce qu'on ne peut pas mettre de bouclier facilement dans ce deck. D'ailleurs, il n'y en a pas à part pour les unités force. Enfin, s'il y a l'unité force, on pourra mettre des boucliers pour protéger l'Alliance Dispatcher grâce à Force With Me, mais l'idée c'est vraiment de mettre des unités très tôt dans le tour 1, de mettre souvent 2 unités. Vous allez voir qu'il y a plein de cartes à 1 pour essayer d'un peu commencer déjà à préparer les futures attaques que vous allez faire, surtout quand vous allez rentrer les grosses cartes. Donc j'aimais bien le fait qu'elle soit héroïque, aussi bleu-blanche, donc vous verrez pourquoi. Et puis oui, c'est une carte que j'aime bien dans l'optique de faire entrer des unités plus rapidement pour mettre les sentinelles très tôt. On peut faire rentrer un Bright Hope en même temps que le Faucon. Si l'adversaire joue un Faucon, on a le Bright Hope qui peut rentrer à 3. Donc il y a plein de possibilités avec l'Alliance Dispatcher de faire entrer des grosses défenses. Et encore une fois, si votre adversaire capte la menace et voilà, il va mettre des ressources sur cette carte, ce sera toujours des ressources qui partiront pas dans votre base. Donc oui, ça va être toujours bien de faire réfléchir l'adversaire. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un peu de lui faire poser des questions sur ses choix. Et il y a plein de cartes comme ça où il va se demander s'il va attaquer la base ou l'unité parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Donc, ouais. Ensuite, un choix de carte assez original, le clone déserteur, donc toujours pour 1, une 2-3, qui a Restore 1, donc on arrive les premières cartes avec le Restore. Lui par contre en contrepartie, il a une prime, votre adversaire s'il arrive à tuer cette carte, il pourra piocher une carte. Des très bonnes stats, hein. Des très bonnes stats. C'est ça. Je pense que c'est une des meilleures stats pour 1, une 2, 3. En plus de ça, elle fait le restore, donc elle est, je trouve, complètement dans l'optique de ce deck de restore très tôt. Comme je dis, contre de l'aggro, ils vont très vite chercher à taper la base, donc il faut que tout de suite les petites unités que vous avez permettent un petit peu d'éponger les dégâts.
Et aussi le fait qu'il soit héroïque, on en reparlera, il va faire pas mal de... Il va être intéressant dans les combos. Il va être potentiellement plus difficile à gérer si justement la carte que je trouve pièce maîtresse, c'est Yularen, rentre. On en parlera sur les Ouais. tours 3, tour 2, pardon. Mais j'aime bien cette carte parce que pour 1, 1, 2, 3, c'est tout Et puis simplement la, un la, peu... la, la bounty, la contrepartie n'est pas non plus catastrophique. Faire piocher une carte Oui, à son adversaire. moi je suis pas Pas... trop... non, ça me fait pas trop pose pas Ouais. trop de problème, ça, sauf si c'est du contrôle qui aime piocher, peut-être qu'on pourra éventuellement mettre en side parce que faire piocher un deck contrôle, c'est peut-être trop avantageux pour lui. Mais sinon, j'aime bien ses stats. Et j'aime bien aussi, il me fallait aussi, on en parlera plus tard dans le deck, des cartes à coût 1 pour le U-Wing, le renforcement de Wing, Ouais, qui est c'est un peu ça. aussi une carte maîtresse dans le deck. Donc il fallait aussi des cartes à 1 pour remplir un petit peu les Les slots, slots. ouais, ouais. Voilà. Ensuite, une autre carte qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est Maskanata. Toujours pour 1. Donc là, un 1 qui prend plus 1 d'expérience à chaque fois que vous rentrez une unité. Toujours dans la philosophie, Maskanata, ouais. ouais, c'est l'idée de préparer la contre-attaque, de préparer un petit peu les grosses menaces. Maskanata, il est un peu prévisible. Le problème de Maskanata, c'est qu'on peut facilement le trader très tôt. Mais c'est un petit peu comme l'Alliance Dispatcher. Si l'adversaire va se focaliser sur lui, il va pas attaquer la base. Et c'est c'est tout à fait à notre avantage de protéger notre base dans l'early game. Parce qu'après, on aura beaucoup de réponses très, très solides. Donc Maskanata, souvent tour 1 avec une autre carte en 1, comme le clone ou l'Alliance Dispatcher, c'est un bon début. Parce qu'on a deux cartes qui rentrent tour 1, parce que l'adversaire se pose déjà la question de ce qu'il va faire. Et du coup, nous, on peut ramper entre-temps, essayer de... S'il attaque pas Maskanata, Maskanata prend de l'expérience, parce qu'on a beaucoup d'unités. Donc, elle va avoir tour 2 deux jetons potentiellement, donc ça va devenir une 3-3 pour le tour 2. Et en plus, si on rentre un Yularen au tour 2, ça devient une 3-4. Donc au tour 2, avoir une 3-4 qui va, qui va trader favorablement, qui va pouvoir être soigné par Obi-Wan, c'est toujours très très fort. Donc Ouais, non. j'aime bien le fait qu'elle soit imprévisible en termes de potentiel, elle peut vraiment changer une game, je Ouais. pense. Ouais. Et aussi le fait qu'elle puisse encore une fois rentrer avec U-Wing dans le slot de 1. Et si on rentre 3 unités, vous allez voir que c'est très facile de faire rentrer 3 unités dans ce deck avec U-Wing. Donc on va avoir une 3-3 pour 1. C'est toujours de la value en fait Ouais, ouais. qui est intéressante ici. Yularen, t'en as parlé pour chacune des cartes. Ouais. C'est la première, je pense, carte maîtresse de ce deck qu'il faut bien avoir en Oui. tête. Donc Yularen, une 2-5, pardon, restore 1. Chaque unité héroïque, donc blanche, a plus 1 en défense. T'as extrait fait le choix d'avoir que des unités héroïques, donc il n'y a pas de question à se C'est ça. poser. S'il est en jeu, toutes vos cartes auront plus 1 en défense. Vas-y. En fait, c'est un peu difficile le choix du drop 3 des cartes à 3 dans ce pool de deck. Dans ce pool d'affinités est très difficile parce qu'il y a des autres nouvelles cartes qui sont très très fortes. J'ai choisi Yularen sur un. J'avais d'autres possibilités, hein. Il y avait, j'aimais bien euh, le Yuang, je crois. C'est la 2-4 pour 3 en vert, qui est un Jedi droïde. Ouais. Elle marcherait aussi très bien dans ce deck. Le nouveau set, ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez l'idée précise de la méta, du type de deck qu'on va avoir en face pour faire des choix très tranchés. Et j'aimais bien Yularen, du coup, parce que le fait que elle donne plus 0, plus 1 à toutes vos unités, c'est toujours, je pense, t'as plus d'avantages à avoir toutes les unités buffées qu'une unité spécifique qui va être buffée par un Yuang dans le flou. En fait, je préfère mettre pour l'instant Yularen qui en plus a des meilleures stats, puisqu'elle est 2-5 pour Hmm. 3. Donc le plus 5 de défense, il faut aussi aller taper dessus. Et pareil, le fait qu'elle restaure 1, ça obéit encore une fois à l'optique du deck de toujours tamponner les dégâts. Et donc ouais, j'aime beaucoup cette carte et honnêtement, elle fait beaucoup de travail. Surtout contre des decks aggro ou des decks qui vont essayer de chercher le trade, que ce soit Anakin, Quinlan. Le plus 0, plus 1, il va un peu les embêter. Parce qu'il va falloir trouver encore d'autres réponses pour pouvoir éliminer vos unités. Vous mettez un clone déserteur, vous avez eu Loren, ça devient une 2-4 pour 1, quoi. Donc c'est pour ça aussi que cette carte, je trouve, si vous n'avez pas la rampe tour 2, elle va être un petit peu le deuxième choix en termes d'unité, quoi. Ensuite, tu as fait le choix de rentrer du Yoda en T3. Bon, ça, c'est également une valeur sûre depuis le début de Star Wars Unlimited. Le Yoda Oui. qui est 2-4, qui restore 2, ça, c'est incroyable. Et Oui, c'est l'optique du deck aussi d'être voilà. dans la force, hein. Donc Yoda, c'est parce qu'on joue la force.
c'est parce qu'on joue des cartes qui vont faire beaucoup de travail en event, que ce soit la Force est avec moi ou la nouvelle carte removal du set 3, c'est Mystic Reflection. Donc c'est une carte qui va permettre de permettre ces boosts-là d'event. Et oui, elle reste en 2, elle te fait piocher. C'est une carte qu'on a toujours envie de jouer, et surtout dans le slot 3, quand on joue au wing, on a un Yoda, on va le placer, ça prend pas trop de ressources, et ça permet de faire aussi des combos comment dire, des combinaisons de coups à 3-3-1, comme je disais tout à l'heure avec le Maskanata. Ouais. Maskanata, pour le rentrer, on va mettre souvent du 3-3-1 dans ce deck pour faire wing, donc Yoda, il va être important à ce moment-là aussi. Ensuite, on passe sur les cartes un peu plus coûteuses au niveau des ressources. On a du Kanan Jarrus. Là, tu en as mis également 3 exemplaires de Kanan, ouais. Bah, je trouve cette carte très forte en fait. Ouais, Vraiment, plus je la joue, plus je la trouve forte. ouais, c'est incroyable. Elle a les meilleures stats pour 4, une 4-5. Dans les cartes à coup de 4, elle fait partie des meilleures stats. Elle va avoir le trade favorable contre des 4-4. Ben, on a déjà vu que la nouvelle Sabine va être très jouée. Donc elle va pouvoir un petit peu faire de l'ombre à Sabine, au cas de SO comme toujours. Mais surtout le fait qu'elle obéit encore à l'optique de soigner et faire très mal en tradant. Enfin, pour moi, Kanan, je la vois vraiment comme une carte de trade dans ce deck. Ouais. Et aussi la force qui fait que cette carte, elle va pouvoir se protéger, elle va pouvoir donner des capacités avec Force With Me, elle va donner des capacités de bouclier à des unités qu'on a envie de protéger, ou elle va se protéger elle-même. Donc je la trouve très forte cette carte. Et Ouais. c'est aussi parce que en terrestre, et il n'y a pas d'autres meilleurs coup 4 que j'ai pu, en regardant dans les unités terrestres, c'est vraiment la meilleure carte à coup 4. Et il n'y en a pas énormément en fait. Donc, Et puis là, franchement, oui, c'est vrai que le T4 c'est un peu un tourpeau, enfin, 4, quand je dis 4 ressources, un peu des cartes assez alors, entre deux. Quand même, dans ce deck-là, il a tout, quoi. Il a la force, il est Jedi, il soigne, il tape costaud. Il peut passer à 6 en défense avec un Yularen. Yularen, Ouais, ouais, c'est une plaie à gérer. Vraiment une plaie. Une nouvelle apparition du nouveau set, c'est Ayla Secura. C'est une légendaire. Et elle mérite d'être légendaire, selon moi. Encore plus quand tu peux la jouer en ambush avec l'ICL. Donc, on a compris, ton plan, c'est d'avoir la coordination. À partir du dessin, il faut que tu aies la coordination pour que le deck tourne bien. Et donc, elle, si vous savez pas, hein, si elle a la coordination, enfin, si vous avez la coordination en attaque, elle prévient tous les dégâts qui lui seraient infligés. Donc, en gros, vous envoyez un missile à 6. Vous connaissez, je le dis à chaque vidéo. Le palier que vous voulez avoir en force, c'est 5. Elle est à 6, donc elle est au-dessus du palier qui vous permet de détruire quasiment toutes les cartes du jeu. Et en plus, avec ça, elle prendra pas de dégâts en retour, donc elle met une grosse patate, elle reste sur le terrain, c'est une menace pour votre adversaire. Il y aura d'autres menaces à gérer. Et excellent. Excellent. En fait, c'est une carte qui, au début, j'avais pas mis 3 à Ella, parce que j'avais pensé à d'autres cartes qui pourraient rentrer dans ce tour 4 à 5. Il y a le Kiadimundi qui est aussi pas mal, Ouais. sauf que, en fait, le fait que Kiadimundi ne soit pas affinité héroïque m'a un peu fait faire le choix de l'enlever du deck. D'accord. Et de mettre simplement 3 Aela parce que c'est héroïque. Donc avec Yularen, ça devient 6-6. Donc elle a le même body qu'un Podamron, qu'un Anakin. Et en plus de ça, elle prend 0 dégâts. Donc je la trouve vraiment hyper forte en coordination. Faut savoir que elle, contrairement à Han Solo, donc je parle du Han Solo, l'unité Ouais. du set 1. Han Solo, s'il one-shot pas, on va dire, une unité, Han Solo prend les dégâts. Donc Oui, là, il tape avant, mais si la cible n'est pas voilà. détruite, il prendra ses dégâts. Voilà, ici on a un car qui est encore un peu au-dessus du lot parce qu'elle va dans tous les cas éponger tous les dégâts. Elle ne prend rien, quoi. Donc avec Yularen, ça fait une 6-6, donc elle est encore plus difficile à gérer. Je la trouve tout simplement forte. Elle a l'unité force, elle a le mot-clé force, donc elle va pouvoir aussi faire tous les effets des events qu'on va voir. Bonne carte. Très belle carte du nouveau set. Et ça explique aussi, juste pour préciser, pourquoi je mets autant de cartes à peu coût en early game. C'est pour vraiment favoriser la coordination. Et en fait, c'est un deck qui va vraiment très très souvent, j'ai envie de dire 4 fois sur 5, même peut-être 5 fois sur 6, elle va pouvoir vous assurer la coordination et avoir l'embouche avec la coordination, elle est vraiment très facile à avoir dans ce deck. C'est pour ça que j'ai tourné autour de Ayla Secura, hein. C'est un peu la pièce maîtresse du deck, hein. Ouais, c'est la deuxième, effectivement. On a Rixan, alors lui également, faut que tu nous en parles.
C'est... Alors, Explique-nous un peu généralement, le combo qui tourne autour de lui. ouais. Alors, le premier combo étant Ayla, on va dire, avec le sel. L'autre choix que vous avez dans le combo avec le CL, c'est Rikan, qui, avec le ciel, va pouvoir. En fait, le combo il consiste à faire sortir Obi-Wan au tour. Vous avez 6 mana, donc tour 5 ou tour 4 si vous avez la rampe. Obi-Wan sort, rentre en jeu. Vous mettez à ce moment-là Rikan en embouche. Donc Rikan va donner plus 1 à Obi-Wan pour apparaître en jeu, puisqu'il y a la capacité une fois joué. Et le fait qu'il va mettre l'embuscade va reprovoquer le même effet. Donc vous allez faire en une action, vous allez booster votre Obi-Wan de +2/+2. Et donc vous allez avoir une carte qui est potentiellement sentinelle, qui donne +2/+2 à une autre sentinelle. Donc il va falloir passer un peu la muraille de Chine à ce moment-là. Parce que vous savez, Surtout que c'est... ça devient 6-9 et lui-même est 5-7. Ouais. Et puis vu qu'il y aura une grosse sentinelle, il va peut-être pas forcément mourir, et puis votre adversaire a peut-être pas forcément envie d'utiliser beaucoup de ressources contre une 5-7, parce que c'est difficile à tomber. Donc potentiellement, le tour du suivant, il attaque aussi, il va remettre +1/+1, enfin... Ouais, c'est un peu la boucle infinie, là. Là, quand vous commencez à voir les combos là en jeu, ça sent plutôt bon pour vous, hein, sur la table. Hein. Non, là c'est vraiment ce qu'on appelle un retournement de situation. Ça retourne vraiment une game, surtout sur le plan terrestre. Ouais. Rikan en ESL, il fait très 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 mal. Ouais. Et encore plus mal avec Obi-Wan, parce que moi généralement ce que j'aime faire c'est aussi d'attaquer Rikan sur une unité qui... Vous savez, souvent ces petites unités qu'on a en face qui posent problème parce qu'elles vont avoir une capacité très forte, mais qui sont pas des unités avec des bons body. Je pense par exemple à, je sais pas, à des 1-5, à des 0-5 qui vont faire des effets un petit peu tempo contre vous. Bah, Rikan, il va attaquer ces unités-là en fait pour rester en vie, ou même une 3-5, comme dans la méta du 7-2, il y avait beaucoup de 3-5. Obi-Wan derrière, il va rattaquer, et il va enlever le point de vie qui posait problème, enfin le petit dégât qui était à Rikan. Donc en fait, ces deux unités, j'ai l'impression qu'elles sont faites pour se retrouver, quoi. Obi-Wan et Rikan, c'est assez bizarre de voir que ça n'a pas de lien avec l'histoire de Star Wars, mais ces deux cartes-là, je trouve qu'elles sont faites pour se trouver, quoi. Ouais, et tu me diras, il combote avec toutes les bonnes sentinelles hein, du jeu, vu qu'il leur met avec l'ICL, il peut leur mettre +2, ouais, c'est très... Ensuite, évidemment, on peut pas passer à côté, hein, t'as rentré des exemplaires de Luke du 7-1, le prix de la carte s'envole, hein. On voit qu'il sera pas réédité, donc voilà, très très bonne carte. Pareil, bon, en même temps, ce deck-là, il fait tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, bah il remove, il soigne, c'est ce qu'on veut dans ce deck. Et c'est lui aussi qui va venir un peu dans l'optique de la contre-attaque parce qu'il impacte dès ce qui rentre. Il est bien dans le slot du 7 avec le wing, donc on peut le rentrer via wing. Donc, bah, c'est le Luke qu'on connaît du 7-1 qui déjà dans le deck Han Solo 7-1 était joué malgré le fait qu'il n'était pas dans l'infinité du Han Solo vert. Donc, c'est pour dire à quel point cette carte elle est faite pour le wing. Et donc dans ce deck-là, il n'y a même pas ce problème-là, parce qu'on peut la jouer pour 6 avec l'Alliance, on peut la jouer pour 5 avec le General's Blade, le sabre du général. Donc il y a beaucoup de cartes qui vont permettre de la faire rentrer souvent au coût moindre, et sinon avec le wing. Donc 3 exemplaires, c'était pour vraiment favoriser les chances de terminer un petit peu le late game. C'est la seule carte d'ailleurs dans le main deck qui est vraiment late game, quoi. Parce que vous avez vu que ça va pas au-delà de 7. Mais potentiellement, tu la sors 1 voire 2 tours avant, quoi. Bah ouais, puis si tout s'est bien passé avant, on n'en a même pas besoin, j'ai envie de dire. Ouais, la On normale n'a même partie pas est besoin pire. d'en arriver jusque-là, parce que la coordination, la multiplication des unités, parce que vous avez plein d'unités à faible coût, fait que vous allez quand même souvent déborder d'unités. Hein. Ouais. Donc on a vu une zone terrestre en 2 temps, un premier temps d'aggro et de restore pour tenir avec sa base à 25, et un deuxième temps où on va commencer à rentrer les gros Jedi qui envoient des gros coups de sabre laser. On pourrait se dire, avec tout ça, le spatial est un peu délaissé, mais en fait pas du tout. T'as un spatial également, je trouve, très très riche. Alors on a toujours cette optique avec les premières cartes, donc le arc 170 pour du restore. Voilà. C'est en 2-3, c'est du 2-3, donc ça peut trade du Tyler King, et ça meurt même pas, donc très bonne carte également. Oui. De la sentinelle. 4 aussi, ouais. De la sentinelle avec le Concorde. Ouais. Là également, si l'adversaire est un peu trop ambitieux, et ben, on le calme avec un peu de sentinelle. On doit prendre le dessus. Le Bright Hope, alors lui pareil, hein, c'est The Card. En plus, lui avec sa capacité, je pense que tout ce qui va être terrestre chez toi, c'est super en fait. Tu vas pouvoir te remonter des cartes, les rentrer parce qu'elles coûteront pas cher. C'est ça.
Et, Bah, en fait, il y a plein de possibilités et de combos que d'ailleurs je commence aussi un peu à découvrir à force de jouer, parce que c'est un deck que j'ai créé il est très frais, hein, mais ouais, tout est frais. le fait que, en fait, déjà j'explique le choix des deux sentinelles, parce que pourquoi prendre finalement une sentinelle à coup 3 et coup 4? C'est parce qu'en fonction de l'adversaire, on va choisir l'un ou l'autre. Je m'explique, si l'adversaire joue Sabine et qui va mettre les A-Wing, la meilleure réponse c'est Concorde. Si l'adversaire joue des cartes un peu plus type, j'ai envie de dire, le Millennium ou un peu au-dessus de cette gamme de vaisseaux, la réponse c'est Bright Hope. Donc il y a toujours en fait le choix, le luxe en spatial de savoir quelle sentinelle mettre en fonction de ce qui est menaçant. Et pour moi, en fait, il y a une sentinelle qui est au-dessus des autres, c'est le vaisseau d'Obi-Wan, qui est même pas une sentinelle, mais pour moi, Ouais, c'est le meilleur défenseur dans cette partie. Il a un petit peu vous voyez la carte du 7-1, là, le taille intercepteur qui rentre, il met 3 dégâts. Euh, ouais, Elle me rappelle un peu cette carte-là avec comment dire, des meilleures stats. ouais, Parce qu'elle peut, pareil, il y a un combo à expliquer là-dessus, mais elle peut attaquer, elle peut à elle toute seule nettoyer l'arène spatiale dans le mid-game. ouais. Donc, Donc, toujours le et double, comme double mot-clé quand elle est jouée et lorsqu'elle attaque. Donc avec Lyssie, elle fait les deux. Et ouais. là, vous voyez tout le potentiel de cette carte. Donc Ouais, elle va one-shot un faucon, puisque elle va mettre 2 fois 2 dégâts et attaquer en même temps autre chose. Donc elle peut gérer 2 unités en même temps. Il n'y a aucun problème pour ce vaisseau-là. Et par rapport au Bright Up, juste ce que je te disais, le fait qu'on puisse faire remonter des unités en main, ça va aussi être intéressant pour, par exemple, faire monter les stats d'un Maskanata, euh, ce genre de petits combos qui vont hum. faire que on va préserver des unités de départ plus fortes à mesure qu'on joue. Donc il y a vraiment, ouais, il y a vraiment beaucoup d'amplitude. Ah, t'as des réponses un peu à tout. Ouais. Donc un très bon spatial également. Et au niveau. Alors des events, tu joues pas mal d'events, hein, tu en joues 13. Donc la Mystic Reflection, c'est du nouveau set, celui-là, hein, il vient d'arriver. Ouais. Hein. C'est ça, c'est la nouvelle carte. Je pense qu'il va dépasser la fameuse Make an Opening, Oui, pour 3 et la moins 2 moins 2, 3, ouais. Hum. voilà, qui fait gagner 2 points de vie. Mais vous avez vu dans ce deck, il y a tellement de restore qu'on n'a même pas besoin de ces 2 points de vie de l'opening. Donc on a juste besoin de cette capacité de -2/-2 qui va venir donner des réponses à quelques menaces qu'on pourrait pas gérer si jamais on est un petit peu en difficulté. Peut-être même, je dirais, on est un peu trop paré sur le spatial. Ouais. Mais bon, voilà, après, on peut toujours revoir certains détails dans ce deck. Hein. Ce deck, pour moi, c'est un premier jet. Ouais. Mais le fait, donc, Mystique Réflexion, c'est vraiment pour gérer des cartes qui sont soit survivent à un trade, par exemple. Vous avez un pot d'Amron que vous attaquez avec 4 PV, il lui reste 2 PV, vous finissez avec ça. Le fait qu'elle coûte 1, moi, ça, je prends parce que les events, on veut que dans ce deck-là, les events ne coûtent pas trop cher, sachant qu'il y a déjà le Wing qui va coûter cher. Donc, on veut des events à faible coût parce qu'on veut jouer surtout des unités. Et donc le fait d'avoir pour un une -2/-2, ça peut toujours faire du bien. Il faut juste qu'il y ait une unité force et vous avez quand même beaucoup de choix dans le pool Ouais, d'unités. il y a de quoi faire. Le resupply évidemment pour la rampe. En anti-créature pure, t'as du takedown et t'as du rival soul. T'en as que 3 en fait. T'as deux takedown et un rival soul. Je pense honnêtement qu'effectivement, avec toutes les unités que tu as, en plus se rajouter des anti-unités, ça fait peut-être un peu doublon. Là, Ouais. n'en rentrer que 3 c'est bien, je pense. Mais je pense qu'en fait, les events, vous n'allez pas souvent en avoir besoin d'en jouer si vous avez les bonnes cartes en main C'est pour les ça. bonnes réponses. Ouais, c'est ça. En fait, ces events-là, il faut les voir comme des plans B, voire C, si jamais vous n'avez pas les bonnes réponses. Je m'explique, par exemple, le takedown, bah, c'est fait pour gérer un Sabine si jamais vous n'avez pas la réponse, soit une sentinelle, soit quelque chose qui puisse temporiser. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le dernier recours pour gérer ce que vous n'arrivez pas avec vos unités sur le board, quoi. Donc pareil, le Reval's Fall, au cas où votre Obi-Wan s'est fait one-shot, réduit à néant par une carte de remove ou je ne sais, vous avez le Rivals pour répondre souvent au leader adverse. Et là, cette carte, elle est encore un petit peu sujette à se déplacer du deck parce qu'on ne sait pas encore l'impact que les leaders vont avoir sur les nouvelles méta, mais j'en ai mis un pour un petit peu voilà, essayer de voir si jamais on n'arrive pas à gérer le leader adverse, cette carte-là, elle va pouvoir gérer tout de suite un leader au-dessus de Sabine et tout ça.
Force 6,5, évidemment, hein, dans ce deck. T'en rentres que deux. T'en rentres que deux des Force 6,5. Ouais, parce que pas trop d'event, il fallait un petit peu faire des choix d'unités. Pour la coordination, c'est un peu plus important. Donc j'ai mis deux forces with me parce qu'elles coûtent 4 aussi et que souvent il y a des situations où on a plutôt intérêt à vouloir mettre un Kanan dans le tour 3. Mm. Et donc j'en ai mis deux pour vraiment. Bon, il y en a un dans je crois que. Non, je ne l'ai pas mis dans le side, mais pour l'instant, je suis resté à deux pour tout simplement. Pas trop perdre de probabilité d'avoir des unités en main. Et finalement, les forces, on n'a pas non plus à volo, quoi, parce qu'il y a les Yoda, enfin, il y a plein d'unités qui sont non-force, Oui, comme mais c'est pas les non plus du 100%. souverains. Donc voilà, donc c'est pas tout le temps, crucial de l'avoir. Pour moi, c'est pas la carte clé surtout aussi, en fait. Oui, non, c'est pas le cas. C'est la petite, le petit support de plus, ça donne des jetons d'expérience. Si vous avez une unité force, donc ça va permettre de buffer un clone déserteur, ça va buffer n'importe quoi sur le terrain du moment que vous avez une unité force. Et après, voilà, on a d'autres menaces, et d'autres cartes maîtresses qu'il faut jouer. Donc voilà, il fallait faire des choix. Et bah, enfin, la troisième carte vraiment maîtresse de ce deck, je pense, hein, c'est le U-Wing. C'est pour enfoncer le Ouais, clou, une fois ouais, c'est ça. qu'on est sur une fin de game un peu tendue. Le petit U-Wing qui fait très mal à l'adversaire. Donc on a vu, Bah, t'as plein de latitudes parce que t'as plein d'unités à 1 qui peuvent... Voilà, tu peux faire plein de choses. c'est ça, Euh, en fait, si vous regardez la courbe, il y a du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et un peu moins de 6. Ça va être souvent 90% des cas, vous avez un bon pool de U-Wing. Quand je le fais, je l'ai testé plein des fois. On peut faire du 2 unités, du 3 unités ou hum, mettre simplement un Luke. Mais surtout, on a les bonnes valeurs pour pouvoir faire en sorte de mettre ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'amplitude, c'est ça, il y a ouais. beaucoup de choix, il y a Ouais. beaucoup de luxe. On a le luxe, on a le luxe d'avoir du choix en fait. Tu peux même faire du 3 en rentrant une Ayla Sekura, quoi. Ouais, Elle coûte 5 et tu rentres deux petites une, t'as la coordination, t'as tout qui vient en même temps. c'est ça. C'est vraiment incroyable, ouais, vraiment incroyable. Et alors, faut pas l'oublier, t'as rentré quand même deux General's Blade. Pareil, ça booste, ça te permet de rentrer des cartes moins chères. Ça fait tout dans ce deck. Ouais, c'est ça, c'est la troisième caractéristique du ce deck. Ce deck, il a trois caractéristiques. C'est la restore, qui, comme on le voit, il y en a partout. La rampe, qui est donc le fait de jouer resupply ou de faire sortir des unités plus tôt que prévu. Et la troisième caractéristique, c'est la défense, le fait de jouer des sentinelles. Et donc le General's Blade, elle obéit à cette deuxième caractéristique de la rampe, puisqu'on va pouvoir faire jouer des unités à 2 de moins. Parfois, on a les bonnes cartes en main pour pouvoir jouer vraiment des très bonnes cartes en tour 4, tour 5, Hum, euh, et vraiment de remplir le board, quoi. C'est... Et même si ça fait pas tout le temps son effet, moi je trouve aussi fort de mettre plus 3 à une carte, notamment Obi-Wan en sentinelle, pour la faire un petit peu plus tenir la défense. Donc je trouve cette carte ouais, assez polyvalente, le fait d'avoir le plus 3 et cette capacité qui pour moi un peu plus, un petit plus. ouais. Je peux même le mettre sur un clone déserteur ou un Maskanata pour le fun et pour favoriser le trade, hein. Donc ouais. Au niveau du side, qui est un peu... bon, qui est encore à revoir, bien sûr, il y a rien de fixe là-dessus. Euh, le Shadow Intention, Ouais, alors ce qui peut frapper, c'est le choix d'une carte hors affinité dans ce deck. J'ai pas vu d'autres possibilités contre du contrôle pour l'instant de jouer cette carte-là, parce que si on met des Body Rock ou ce genre de choses, je trouve que ça va pas trop sa place dans cette philosophie, parce que hum, c'est un deck qui est basé sur le fait de mettre beaucoup d'unités qui vont un peu déborder. Donc je pense que pour gagner contre du contrôle, faut essayer justement de maximiser le pool d'unités qu'on a pour les jouer, pour que l'adversaire il soit submergé par les unités. Et donc le Shadow, il est là pour un peu protéger des unités clés. Et même pour 5 bah, je suis prêt à prendre le risque de jouer ça sur des Ayla Sekura ou je sais pas, et euh, Luke, ouais. des Luke buffés par la force pour qu'ils soient le plus longtemps possible sur le board et taper les bases. Voilà pour donc l'explication de ce choix. Pareil, le confiscate, ça va être contre des match-up control qui vont bloquer vos unités, les entrench, etc. Et la nouvelle, notamment la nouvelle carte bleue qui donne -2/-2 et qui va engager une unité.
la nouvelle upgrade bleue du 7-3. Ouais, Donc les confiscates vont venir un petit peu contrer ça. ok. Euh, voilà, pour ce qui est de ces cartes anti-contrôle. Et Home One aussi, que j'aime bien dans les match-up contrôle, parce que Home One va surtout faire en sorte que vous puissiez remettre dans le jeu des cartes qui sont de votre défausse. Donc on fait ressortir le vieux Home One du 7-1 du deck Anne vert Un verre, ouais. jaune. Ouais, ouais. Qui, je pense, ici va être plus en cas de match-up contrôle ou contre du late game, tout simplement. Ouais. Des decks à late game fort. On va pouvoir remettre des Luc en jeu, des Ayla, ou tout simplement jouer gratuitement la Yularen. Euh, pour 3 en fait, on la joue gratuitement si on rentre au moine. Donc ça peut être très intéressant et elle obéit aussi à cette optique de restore, de donner restore et de faire rampe des unités depuis la défausse. Ok. Voilà. Bah, écoute, un deck ouais, qui me semble vraiment, vraiment très, très, très complet, avec une philosophie bien établie. En fait, ce qui est important, je pense, dans un deck, c'est d'avoir une bonne philosophie et d'avoir toutes les cartes qui synergisent pour cette philosophie. Tu as vraiment fait des choix forts, donc de rentrer que des héroïques, donc de te passer de certaines cartes potentiellement plus fortes, mais qui n'ont pas le héroïque. Donc voilà. Et puis voilà, tes cartes répondent à un des trois critères que tu as bien mis en place, ou de te soigner, ou de faire entrer des cartes moins chères, de ramper. Et ouais, forcément, ton deck semble très très fort sur le papier. On le verra en partie également, Mhm. si ça te va. Bien sûr. Et moi, je vous invite à commenter ce deck, à le tester si vous voulez le tester. Vous pourrez peut-être affronter Steppenwolf lors de tournoi de la chaîne donc Rage de TCG, qui organise son tournoi communautaire via la communauté Discord que je vous invite à rejoindre, le lien en description de cette vidéo. On va bientôt débuter les inscriptions au tournoi. Euh, et puis voilà, c'est gratuit, vous pouvez tout le monde y participer. Les modalités ont été bloquées, donc à partir de décembre, on va pouvoir s'affronter via la communauté Discord. Sur ce, merci du visionnage. Encore merci à Steppenwolf pour sa participation. Et je vous invite également, si vous voulez présenter votre deck et en discuter, à me contacter sur mes différents rosiers. Sur ce, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis.